Le problème avec la plupart des ordinateurs, c'est qu'on n'a pas assez de connexions de ports USB, HDMI, ce genre de choses. Parfois, certains sont complètement manquants, et c'est là que les docks peuvent être très utiles. Et bien aujourd'hui, je vous présente un dock 20 en 1, et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui on va être plutôt sur le domaine de l'informatique. Alors quand c'est l'informatique, c'est plutôt jaune la lumière derrière moi. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Et pourquoi je parle de ça? Et si vous regardez fréquemment la chaîne, vous savez que c'est un truc sur lequel là je me penche depuis un moment, il y en a pas mal qui sont passés entre mes mains. Ce sont les docks. Les docks multiplicateurs de connexions de ports USB, HDMI, RJ45, etc., etc. Alors, je m'intéresse essentiellement aux docks qui sont en Thunderbolt, et j'ai la chance de présenter un dock d'une marque que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises ici, CableTime. Et donc là, on va tester leur port en Thunderbolt 4. On avait échangé un petit peu, je leur avais dit, les docks qu'ils m'avaient présentés et tout ça, je les avais trouvés intéressants, mais j'aurais aimé qu'il y en ait qui aillent plus loin. Alors, j'en avais présenté un en Thunderbolt, un petit assez nomade. Là, il m'envoie le gros. Celui qui est en 20 en 1. Eh bien, je remercie la marque de me permettre de faire ce test. Donc, comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler de la façon très simple. On va le déballer, on va regarder les ports, on va le tester, faire quelques tests de débit et une conclusion dessus. Première chose, à porter comme ça, c'est lourd. Il y a du poids. Encore une fois, souvent ces docks-là, il y a une alimentation qui est assez imposante. On va voir si c'est le cas ici. Thunderbolt 4, pas 5. CableTime, si vous en faites un en Thunderbolt 5, je pense que c'est l'avenir. Il va supporter jusqu'à la 8K 60 Hz. On va regarder ça. Et il a, et ça j'aime bien, un port Ethernet en 2,5 gigabits. Alors j'aurais adoré que ce soit du 10 gigabits. Mais on va déjà prendre du 2,5 par rapport au 1 gigabit. Ce sera déjà pas mal. Alors maintenant on va passer au déballage. Je rappelle juste une chose, c'est un 20 en 1. Est-ce qu'on a besoin de autant de ports? Ça c'est vous qui allez le voir, en fonction de vos usages et surtout de vos besoins. Là, on le déballe et on regarde les ports qui nous sont offerts. Alors nous voici face au produit, voici l'emballage, donc c'est assez sobre, classique, je vais pas faire 2 heures là-dessus. Et voilà, quand on ouvre ce à quoi on a le droit. Je vais commencer par le dock en lui-même, c'est la partie principale. On va regarder après l'alimentation. Le dock en lui-même est assez lourd, je le dis, donc finition métal sur l'ensemble du dock, des petits patins en dessous. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même beaucoup de ports. Ça c'est la façade, avec un petit bouton power. Donc ça c'est très très bien, moi j'aime bien qu'il y ait le petit poteau power. Ici un verrou type Kensington pour sécuriser si vous voulez vraiment l'accrocher. Et donc en façade on a quoi? Port de carte SD, port de carte micro SD. Ici une entrée sortie jack, soit pour casque soit pour micro. 6 USB-A en 10 gigabits chaque USB-A. Un USB-C en 10 gigabits et un port Thunderbolt 4 au format USB-C. Ça, c'est pour la face avant. Sur le dessus, rien, juste la marque. C'est assez sobre, c'est bicolore, du gris clair, du gris foncé. Et à l'arrière, donc, nous avons le port pour brancher l'alimentation, un Thunderbolt pour y brancher l'ordinateur auquel on va le raccorder, un autre Thunderbolt en 40 gigabits, comme le premier, Thunderbolt 4, au format USB-C, le port Ethernet en 2,5 gigabits, 3 ports HDMI, 4K 60 Hz, et ensuite des ports DisplayPort. Donc 3 ports DisplayPort, sachant que je pense que là on peut pas utiliser les deux à chaque fois puisqu'ils sont encadrés. Ils annoncent la possibilité d'avoir jusqu'à 3 écrans sous environnement Mac et 5 écrans sous l'environnement Windows. Donc si vous voulez faire du multi-écran, ça peut être très intéressant. C'est lourd, c'est costaud, c'est solide, faut pas le prendre sur son pied, ça peut faire mal. La brique d'alimentation, donc une brique qui délivre quand même jusqu'à 150 watts et donc du 20 volts. Donc quelque chose de sobre. C'est pas mal du tout parce que parfois j'ai des briques d'alimentation qui sont plus grosses que les docks. Là, elle est plus légère et elle est plus petite. Donc ça, je prends, c'est agréable. On continue parce qu'il doit y avoir des câbles. Ils sont là. Les câbles que j'ai ici. Donc j'ai le câble pour le secteur pour aller avec l'alimentation. Et j'ai un câble Thunderbolt 4 pour raccorder le dock à l'ordinateur. Il est pas long le câble, Faut pas que le dock soit loin. Alors peut-être que ça s'adresse plus à des ordinateurs portables. Sur l'ordinateur fixe, ça risque d'être un peu court. Et bien évidemment, notice pour le connecter. Donc je le disais, jusqu'à 5 écrans. Ça vaut pour une sortie écran, une deuxième sortie écran. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 ici éventuellement. Donc écran possible.
Ce qui est déjà pas mal du tout, hein. Franchement, 5 écrans, vous avez un sacré environnement, hein. Voilà, on en a fini avec le déballage. Je l'installe, je le branche à mon MacBook Pro, on fait quelques tests et après on conclut. Alors, je viens de faire l'installation, c'est tout simple, hein. Le dock branché au secteur, le câble Thunderbolt 4 qui part du dock et qui arrive sur mon MacBook. Première chose que je constate, il est en train de recharger mon MacBook. Donc ça, premier bon point, très bien. Petite chose que je dis que je trouve dommage, j'ai aucun voyant lumineux. Donc je n'ai pas de voyant lumineux qui me dit si c'est en fonctionnement ou si c'est à l'arrêt. Il y a un bouton power, j'aurais aimé avoir une petite LED quelque part, même très discrète, qui me dit je suis sous tension, je suis hors tension. C'est quand je l'ai connecté que le Mac m'a demandé l'autorisation de le connecter à l'ordinateur. Donc ça, c'est un petit point, franchement, j'aurais trouvé une petite LED très sympathique. Maintenant, j'aime bien. Il prend pas trop de place. Alors, certes, il est lourd, mais il est pas trop grand. Surtout avec le nombre de ports qu'il a, c'est assez contraint, assez réduit, assez restreint, et c'est plutôt bien agencé. Maintenant, quelques tests. Le premier test, ça va être un test de vitesse. Le premier test que je vais réaliser, hein, c'est donc un test de vitesse. J'ai un SSD, donc déjà, hein, hop, ne vous trompez pas, branchez-le avec un câble qui va bien, hein, c'est-à-dire un câble au moins Thunderbolt 4, 40 gigabits par seconde, 240 watts, ça c'est celui que j'avais, hein, sur un autre produit, et branchez-le sur le bon port, c'est-à-dire un port Thunderbolt 4. Bon, ça alimente bien, hein, ça fonctionne là, hein, on voit ça, hop. Je vais lancer l'application que j'utilise habituellement, hein, pour faire mes tests. Blackmagic Disk Speed Test. On va sélectionner la cible, hein, là où on veut qu'il écrive les fichiers, et on lance. Et après, je ferai la même chose en le branchant directement, voir s'il y a de la déperdition en passant par le dock, et si elle n'est pas trop importante. 2600 en écriture, 2800 en lecture, ok, il a fait plusieurs fois le test, on tourne toujours à peu près la même chose, hein, vous avez vu, c'est constant, donc ça c'est déjà un premier point intéressant. On s'aperçoit que on n'est pas sur quelque chose qui a beaucoup de variations, et on voit tout ce qu'on peut faire dessus, très très bien. Donc j'ai éjecté le disque, je vais le brancher directement sur le Mac, hein. Donc voilà, hein, en prise directe sur le Mac, hein, bon bah ça c'est à chaque fois que je passe par un dock quasiment, j'ai de la perte. On était à 2600 environ en écriture, là on est à 3180 si je me mets en direct sur le Mac, et on était à 2800 sur la lecture, et là on est plutôt aux alentours des 3300. Il y a une perte, mais encore une fois, c'est assez classique sur ce genre d'utilisation. Alors on va passer au test par rapport à la carte SD. Voilà, là c'est une EHS2, il y a deux rangées, vous voyez, de contacteurs. Je la mets maintenant directement sur le port de carte SD du Mac. Alors moi j'ai pas des cartes, hein, qui vont très vite, hein, j'ai pas besoin avec ce que j'utilise. Donc je m'arrête là, hein, vous voyez, on est à peu près à 130 en écriture et 210 en lecture quand je le branche directement sur le Mac. Je l'éjecte, je branche la carte sur le port de carte SD du dock. Elle apparaît bien, elle est bien montée sur le bureau. Voilà, je m'arrête là, hein. Vous voyez, on tourne à 128, 130 à peu près en écriture, 200 en lecture. On est un peu mieux, je crois, en écriture que par rapport au lecteur interne du MacBook, et un peu moins bien en lecture par rapport, encore une fois, au lecteur interne du MacBook Pro. On va faire un dernier test, et celui-là, il est quand même intéressant. Pourquoi? Bah moi, le MacBook Pro n'a pas de port Ethernet. Donc, le MacBook Pro est connecté en Wi-Fi à mon réseau, donc à Internet chez moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de connexion. Bon, je fais toujours le speed test, hein, c'est celui que je trouve le plus simple. Il est là, je lance. Voilà, donc là, je suis en Wi-Fi, ma box est à l'étage en dessous. On est quand même à plus de 700 mégabits par seconde. Donc ça, c'est en download. Là, on va passer en upload, et en upload, on est aux alentours des 500, 530, 540 même mégabits par seconde. Voilà, 751 et 552 en téléchargement et téléversement, un ping à 7 millisecondes, donc voilà, déjà des bons résultats pour du Wi-Fi. Là, l'avantage, c'est qu'ici, j'ai un port RJ45, donc je vais pouvoir passer en filaire, et surtout 2,5 gigabits par seconde. Moi, j'ai une connexion avec mon abonnement qui peut monter au moins en téléchargement, alors c'est ce qui est indiqué théoriquement, 2 gigabits par seconde, hein, donc 2000 mégabits, et j'ai en téléversement, donc en upload, jusqu'à normalement 800 mégabits. Donc on va voir si on récupère en passant par le câble. Et l'avantage, c'est que ma sortie box, elle est à 2,5 gigabits. J'ai un port 2,5 gigabits. Je vais bien évidemment dans réseau. Ici, on le voit, hein, j'ai le 2,5 connecté. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le Wi-Fi carrément. Hop, là, voilà. J'ai désactivé le Wi-Fi. Je retourne sur Speed Test. Allez, je reprends le même serveur. Et voilà.
Là où tout à l'heure j'étais à 700, 750, bah là je suis à 1600, hein. Donc on sent bien l'apport, et même on va arriver peut-être à 1700, un peu moins. On sent bien l'apport, hein, du port RJ45 2,5 gigabits. Et là, vous voyez, je suis presque au max de ma connexion, hein, où là, on m'indique, moi, 800 mégabits, et là, je suis à 795, je vais terminer à 795. Donc, c'est très bon, et ça va améliorer forcément ma connexion, sa stabilité. Le ping était tout à l'heure à 7 millisecondes, là, je viens de passer à 4 en câblé, en filaire. Donc, ça se prend. Et voici les résultats. Donc ça aussi, c'est un avantage du dock, hein. Un dock avec un port RJ45 2,5 gigabits si vous avez au dos de votre box ou un switch qui vous permet de développer ce type de connexion, vous y gagnez forcément et vous y gagnez de façon intéressante. J'en ai terminé avec les tests, hein. Ce sont les tests que je fais habituellement de vitesse avec un dock. Maintenant, on se retrouve pour la conclusion sur ce dock CableTime 20 en 1 en Thunderbolt 4. On en arrive à la conclusion sur ce CableTime 20 en 1, ce dock, avec des points positifs et des points de vigilance en fonction de vos besoins, et peut-être même des bémols par rapport à ce que j'ai pu voir sur ce produit. Au niveau des points positifs, bon 20 ports, hein, on a de quoi faire, vraiment, mais je reviendrai dessus parce que ça fait aussi partie des bémols. On en a quelques-uns en façade, le port de carte SD, de micro SD, je trouve ça très bien. Le bouton Power pour l'allumer ou l'éteindre, pareil, ça c'est très bien. Si on doit faire du multi-écran, ça c'est vraiment important. Il permet de passer certaines limitations. Je prends mon Mac Mini M1, normalement elle est limitée à une sortie vidéo. En passant par le Display Link, le logiciel qu'on vous demande de télécharger, etc., vous pouvez faire sauter quelque part cette limitation. Je l'avais fait avec d'autres docks. Donc ça, c'est bien, parce que si on veut faire du au moins 2 écrans, voire 3 écrans, mais déjà 2 écrans, c'est très bien. On est limité à de la 4K 60, voire de la 8K 60, si on veut être en 8K. Il n'y a pas beaucoup d'écrans 8K pour l'instant. Là où ça m'ennuie un petit peu plus, c'est que c'est de la 60. Donc si on veut faire un peu de gaming, qu'on a un écran qui veut aller un peu plus vite, ne serait-ce qu'en 120, même pas aller à 240 ou ce genre de choses, bah c'est pas possible, en tout cas en sortie sur ce dock. Autre point positif, la brique d'alimentation qui est là, ok. Alors pas de LED dessus, c'est pareil, j'aurais bien aimé savoir si elle est alimentée ou pas. Et c'est pas extrêmement gênant, mais c'est un peu ennuyeux. Le port 2,5 gigabits, franchement, si vous avez quelque chose qui vous permet de délivrer ça sur vos connexions internet, on l'a vu, c'est testé, c'est validé. On perd toujours un petit peu, mais les performances sont très correctes par rapport à ce que j'ai pu tester. Donc ça, c'est bien aussi. J'ai fait le tour de ce qui allait bien. Et pour moi, si on doit retenir un point fort, c'est ce que je vous disais, c'est le côté multi-écran sur des Mac M1, M2 qui étaient limités normalement à un écran. Bah là, on passe cette limitation grâce à ça. Là où j'ai des points de vigilance. Premier point de vigilance, je trouve que le bouton Power est très bien, mais une petite LED qui m'indique s'il est sous tension ou pas, ça aurait été vraiment top. Deuxième point, et ça c'est vraiment un peu plus difficile pour moi à accepter, c'est les ports. Alors des ports, il y en a, d'accord? J'en ai quand même 6 en façade et USB-A. Déjà, j'aurais aimé une autre répartition. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être pas besoin de 6 ports en façade. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait à l'arrière parce que, parfois, si je le pose et que je veux pas faire du nomadisme avec, c'est bien que à la maison, tout soit bien câblé à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Surtout si ça n'a pas vocation à trop bouger. Ce sont des ports USB-A. On est en 2025. J'ai un port USB-C 10 gigabits et c'est tout. Et deuxième point, c'est du 10 gigabits. Alors je sais très bien qu'on va pas pouvoir me mettre 6 ports Thunderbolt alors qu'il n'y a qu'une entrée. Très bien. Mais bon, on aurait eu 2 ports USB-A en façade, 2 à l'arrière, et après des USB-C, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Même en 10 gigabits, ça aurait été correct. J'aurais bien aimé un port Thunderbolt supplémentaire aussi. D'accord? Parce que parfois, on n'utilise pas toute la puissance sur un port, donc ça aurait été intéressant. Attention, encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi et en fonction de ce que moi j'aurais aimé avoir. Ça, c'était pour moi le bémol principal. Maintenant, on en arrive au prix. Alors le prix, à chaque fois, je trouve que c'est subjectif. Il y en a qui me disent c'est trop cher, machin, etc. Moi, je vous donne le prix et je vais vous donner mon avis par rapport à d'autres docks que j'ai pu utiliser. Il est affiché sur le site de CableTime, vous aurez toutes les informations dans la description, à 369 $. Je l'ai vu sur AliExpress à un peu plus cher que ça. Donc quasiment entre 350 et 400 €. Je trouve ça un peu élevé par rapport à la concurrence. Voilà, je le dis, il y a des concurrents où le design est peut-être un peu plus poussé, où la répartition des ports est un peu différente. Peut-être que lui, où il se démarque, c'est sur sa gestion, parce que alors, si vous avez du Windows jusqu'à 5 écrans, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est intéressant. Mais si j'ai pas besoin en plus de 20 ports, ce genre de choses, pour moi, il y a des docks entre 200 et 300 €
qui feront tout aussi bien le travail. D'ailleurs, chez Cable Time, celui que j'avais testé avant, le petit en Thunderbolt, moi, m'allait très bien, je le trouvais très intéressant. Augmenter le nombre de ports Thunderbolt, ça me suffisait largement, sachant qu'en plus, sur les Thunderbolt, maintenant, on peut faire passer de la vidéo, donc si je dois mettre un écran externe, ça peut être très suffisant. Mais donc là, voilà. Surtout pour avoir de l'USB-A et du 10 gigabits, moi, je vous en ai présenté d'autres, parfois même avec 2 ports Thunderbolt à brancher sur votre ordinateur, mais comme ça permet d'avoir plein de ports haute vitesse, très performants sur le dock. Encore une fois, c'est une question de choix, il y a l'esthétique qui joue, il y a plein d'éléments, et ça, c'est propre à chacun. Mais encore une fois, ça n'enlève rien à ses qualités, c'est important de le souligner, et puis si vous regardez cette chaîne, c'est aussi pour avoir un avis, et un avis, en tout cas, moi, que j'estime honnête. Ça m'amène à la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier de l'avoir regardé jusque-là. Je tiens à remercier Cable Time d'avoir fourni ce dock pour ce test. Si un jour ils en sortaient en Thunderbolt 5, je serais ravi de le tester. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.